Bienvenue à cette soirée débrief de l'interview de Clément Ribes ou Ribes, je ne sais jamais comment on dit, qui est donc le directeur éditorial des éditions Bourgois. Et donc autour de cette table ronde virtuelle avec moi, il y a 3 ou 4 personnes. Tout dépend si Damien arrive à se connecter. Alors d'abord bonsoir Marie Bretagnol, qui est donc nouvelle adhérente dans l'association et qui est notamment thésarde sous la direction de Vincent Ferret et Isabelle Gadouin, qui fait une thèse qui s'intitule Illustrer Tolkien, la terre du milieu du texte à l'image, donc qui s'intéresse aux illustrateurs de Tolkien. Bonjour Marie. J'accueille également Yann Morello, qui est le secrétaire adjoint de l'association, qui a co-réalisé l'interview de Clément Ribes avec Audrey Morel. Salut à tous. On accueille également donc Laura Martin-Gomez, qui est la vice-présidente de l'association et qui est depuis vendredi Dr S. Tolkien, qui a fait une thèse sur la réception de l'œuvre de Tolkien par ses fans aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France entre 1955 et 1992, sous la direction d'Anne Besson. Bonsoir Laura. Bonsoir. Et normalement, j'espère pouvoir accueillir Damien Bador d'ici quelques minutes, s'il arrive à nous rejoindre, qui est à la fois le secrétaire adjoint de l'association et qui est notamment l'un des participants au catalogue et aux conférences de la BNF de l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu. Et moi, je suis donc Vivien Stocker, je suis à la fois le trésorier et le responsable Tolkien de l'association. Voilà, on va pouvoir commencer. Maintenant que j'ai présenté tout le monde. Alors, notre soirée, elle va se diviser en 2 parties. Une première partie d'une quinzaine de minutes sur les futures parutions annoncées par Clément Ribes. Donc, on va débriefer un peu tout ça. Et puis, une plus grosse partie sur laquelle on va s'attarder, qui va être le tome 9 de l'histoire de la Terre du Milieu, qui s'intitule La défaite de Sauron. Donc, on va présenter le tome et vous expliquer pourquoi c'est une très grande nouvelle. Voilà, alors commençons tout d'abord par la récente parution qui date de jeudi, qui est le cahier de croquis d'Alan Lee, qui est sorti ce jeudi 5 novembre aux éditions Bourgois. Peut-être Marie, puisque c'est ton sujet de thèse, tu peux peut-être nous présenter rapidement ce bouquin d'Alan Lee. Tu as sûrement dû, si tu ne l'as pas acheté en français pour l'instant, tu as dû avoir la version originale peut-être ? C'est un livre qui est sorti l'année dernière, en octobre, je crois. Donc évidemment, je me suis précipitée dessus dès sa parution. C'est en fait le compagnon de son carnet de croquis du Seigneur des Anneaux, qui était paru en 2004. Et il se présente exactement de la même façon. Il est bourré de centaines de croquis. Il y a des aquarelles qui étaient dans l'édition illustrée du Hobbit, mais aussi des aquarelles inédites qu'il a faites juste pour ce carnet de croquis. Et à côté de ça, il explique son processus créatif. Alors, il mélange à la fois les dessins et les illustrations pour l'édition du Hobbit et son travail pour les films de Peter Jackson. Donc des fois, c'est pas toujours clair qu'est-ce qui a été fait pour le livre, qu'est-ce qui a été fait pour le film. Mais bon, c'était déjà le cas dans le carnet de croquis du Seigneur des Anneaux, et ça n'empêche pas que c'est un livre vraiment passionnant. Et j'ai hâte qu'il soit disponible en français. Enfin, j'ai hâte de le recevoir puisqu'il est déjà disponible. Oui. Alors du coup, moi qui ne l'ai pas, c'est un peu comme le livre qui a été publié aussi par John O, un peu, qui était Voyageur en Terre du Milieu, je crois, qui avait publié Bourgois également. C'est le même format. C'est vraiment le même genre de présentation. Après, John Howe, dans son livre, lui, les textes, ce sont vraiment des présentations des différents lieux visités au cours du livre, alors qu'Alan Lee revient vraiment sur son processus créatif et sur la création des images. Il parle peu des lieux et des personnages tels qu'ils sont décrits par Tolkien, mais il parle vraiment de son interprétation à lui de ces éléments. D'accord. Donc c'est à la fois pour les gens qui lisent Tolkien et à la fois pour ceux qui ont apprécié les films, quoi. Complètement. Alors peut-être un petit tour de table. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Laura, Yann, du coup, sur ce volume? Alors, vous n'avez peut-être pas dû le recevoir si vous êtes comme Marie. Personnellement, je ne l'ai pas commandé et je ne pense pas me le procurer, même si je trouve que les illustrations d'Alan Lee sont absolument magnifiques.
Mais je me limite à des ouvrages qui soient plus littéraires que illustratifs, sinon ma collection serait inachevée. Ça serait infini, si vous voyez le truc. D'accord. Yann, peut-être? De mon côté, j'attends la VF parce que en VO, je vais acheter, ce qui n'est toujours pas fait, la version de luxe. Donc, j'attends avec impatience la VF, comme ça, elle ira bien avec le premier carnet de croquis de Lucien Donne. D'accord. La version de luxe, parce qu'il y a une version qui est un peu particulière. Tu peux peut-être en dire un mot, justement? Alors, la version de luxe, c'est une version qui est sortie, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 6 mois, qui regroupe donc dans un coffret type les éditions de luxe d'HarperCollins, les 2 livres, donc sur un format différent. Hein, c'est des Donc, les deux, c'est à la fois le cahier de croquis du Hobbit et le cahier de croquis du Seigneur des Anneaux, celui qui était paru. Exactement. D'accord. Et donc, les 2 livres sont en plus grand format, sont reliés, je crois que c'est du tissu. Et donc, la spécificité également, c'est que 1, c'est limité à 3000 exemplaires et que 2, c'est signé par Alan Moore. Donc, ça coûte entre 80 et 100 euros le doublon, sachant que ça dépend des sites. Voilà. Et pour l'instant, ils sont encore relativement disponibles. Donc, s'il y a des gens intéressés, il faut se dépêcher. Ouais, ce sont des éditions qui n'auront probablement jamais d'équivalent pour la France. Donc, ça, c'est vraiment ce sont des éditions qui ont peu de chances de voir le jour en français. Mais voilà, c'est pas mal pour ceux qui seraient intéressés. Alors, sachant que, donc, oui, avant de refermer la page sur ce bouquin, il est traduit chez Bourgois par Vincent Ferré. Voilà. Donc, sorti jeudi dernier, jeudi 5 novembre. Normalement, avec le confinement, vous pouvez quand même le commander avec le click and collect. Hein, on en a assez entendu parler. Il ne faut pas hésiter. Voilà, donc je pense qu'on peut passer ensuite à la deuxième grande nouvelle de l'interview, qui est la retraduction, et notamment l'annonce de la date de la retraduction du Silmarillion. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, Clément Ribes avait déjà fait une interview pour nous en 2019, en fait, novembre ou décembre 2019, dans laquelle il avait déjà annoncé cette retraduction du Silmarillion. Mais en fait, cette fois-ci, on sait que c'est pour octobre 2021. Alors, pourquoi on refait une traduction? Est-ce que l'un de vous peut réagir sur l'intérêt de retraduire le Silmarillion après avoir fait le Hobbit et le Seigneur des Anneaux? Laura, peut-être? Oui, alors il y a une première raison très simple que donnerait un éditeur ou un traducteur, est simplement que les traductions vieillissent et que, en règle générale, c'est toujours le cas. C'était un peu la justification donnée pour la retraduction du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Pour le Silmarillion, je pense qu'il y a une double raison, au-delà de l'âge de la traduction, qui date de 77, de la même année que la publication du Silmarillion en anglais, ou l'année suivante, peut-être 78, mais bon, ça a été fait dans l'immédiat. C'est le fait que la traduction de Pierre Alien contient énormément d'erreurs, d'oublis, etc., liées au fait que le traducteur n'avait pas aimé a priori l'ouvrage. Et du coup, voilà, une retraduction faite par Daniel Lauzon, qui du coup sera à la fois cohérente avec les nouvelles retraductions et à la fois une réactualisation du texte, est une super bonne nouvelle pour le lectorat français, en fait. Ouais, voilà, c'est vrai que comme tu disais par rapport à la traduction de Pierre Alien, il y a vraiment des grosses erreurs. Autant la traduction de Francis Ledoux du Seigneur des Anneaux était correcte et malgré quelques erreurs par-ci par-là, autant celle de Pierre Alien est quand même relativement mauvaise, sans forcer. Donc c'est vrai que cette retraduction, c'est une très bonne nouvelle. Alors, il y a quand même l'intérêt aussi d'avoir ce nouveau texte. On va quand même réagir aussi à des questions qui nous sont parvenues quand on a fait l'annonce. C'est le problème de la nomenclature qui a beaucoup fait parler pour le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Faut savoir que pour le Silmarillion, il n'y a pas ce problème d'avoir des noms propres retraduits, hein, ou très peu finalement, puisque dans le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, les noms retraduits, c'était des noms anglais, hein, donc Bilbon Saquet, Bilbo Bessac, que la VO c'était Bilbo Baggins, mais par exemple on verrait pas un nom comme Beren ou Luthien qui serait autrement traduit. Donc il n'y a pas ce même problème. Donc je pense aussi que l'intérêt de cette nouvelle retraduction, elle va toucher un plus grand public pour ça. Et puis aussi parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une édition du Silmarillion finalement.
chez Bourgois. Peut-être que Yann, tu peux peut-être nous rappeler ce qui existe en termes d'édition sur le Silmarillion jusqu'à présent, pour les éditions Bourgois, peut-être pas chez Pocket, mais au moins chez Bourgois. Alors, le Silmarillion, on a grossièrement une dizaine d'éditions en VF depuis la première traduction en juin 1978. On va dire dans on va dire presque 5 grands formats depuis le centenaire, donc les années 92. Sachant que le dernier grand format pour autant date de 2005, donc c'est le volume broché, dont la couverture est bleue qui montre l'océan de familier. Donc voilà, donc une dizaine d'éditions en français depuis 78, et donc les éditions les plus récentes commencent à dater, parce que si on met de côté les Pocket, la dernière édition brochée a été publiée en 2005, donc c'est avec la couverture bleue. Si on fait exception évidemment de la réimpression de l'édition illustrée de 2004 qui a été réimprimée récemment par Bourgois suite aux demandes répétées qu'on a faites. Cette édition dont tu parles, là, qui est rééditée, c'était celle qui était illustrée par Ted Nasmith, on est d'accord? Exactement. Donc, qui était une édition qui a été faite en 2004, illustrée par Ted Nasmith, et qui a été réimprimée suite à une grosse demande du public, puisque elle était introuvable et que les prix sur le marché d'occasion étaient exorbitants. Alors, ça tombe bien, puisque en plus, HarperCollins, donc l'éditeur anglais de Tolkien, a annoncé hier ou avant-hier qu'il allait faire paraître une nouvelle édition illustrée encore par Ted Nasmith, donc normalement en mars 2021. Et bien donc, ça serait pour Bourgois, ce serait une bonne occasion aussi de rééditer une édition illustrée avec la nouvelle traduction. Je pense que ça pourrait également attirer pas mal de gens. Vous en pensez quoi de votre côté? Yann, peut-être? Alors, moi, je pense que c'est forcément une bonne idée d'harmoniser toutes les nouvelles traductions, et notamment du Silmarillion, qui est quand même, on va dire, le 3e volume après les 2 œuvres phares de Tolkien. Étant donné tous les débats qu'il y a eu, etc., on sait maintenant que la traduction de Lauzon est excellente. Il y aura moins de détails, de changement de nom et de traduction des noms sur le Silmarillion, ce qui fait qu'en plus, le grand public sera encore plus positif, je pense, au niveau de la réception du Silmarillion. Donc, si on peut coupler évidemment une retraduction de l'excellent Lauzon avec un nouveau grand format, qu'il soit relié au brochet avec, donc c'était annoncé dans le format du prochain HarperCollins, ils annoncent une 50aine d'illustrations, ce qui est énorme pour un livre de cette taille. Donc voilà, si on peut avoir le tout. Sur les illustrations, Marie, ça va te donner encore pas mal de corpus à travailler pour ta thèse, puisque toi, je le rappelle, tu thèses sur les illustrateurs. J'étais déjà servie avec les contes et légendes inachevés qui ont été publiés là tout récemment avec pas d'illustrateurs à la fois qui ont travaillé dessus. Et là, pour le Silmarillion, j'avoue que ça m'a un petit peu étonné l'annonce des nouvelles illustrations, parce que finalement, l'édition du Silmarillion de Ted Nasmith, elle avait paru en 1998 avec une 20aine d'illustrations, et elle avait été rééditée en 2004, et Ted Nasmith avait doublé le nombre d'illustrations à l'intérieur, donc il y en a à peu près 45, je crois, dans l'édition de 2004. Et là, donc, la nouvelle édition est annoncée avec un peu moins de 50 illustrations. Alors, combien ça fait exactement? Je ne sais pas. Mais il est annoncé de nouvelles illustrations. Alors, est-ce qu'elles vont remplacer certaines? Ça avait été le cas entre 1998 et 2004. L'artiste avait retravaillé certaines illustrations qui ne satisfaisaient plus. Donc, peut-être que ça sera le cas aussi pour celle-là. Je ne sais pas, mais je suis vraiment très curieuse de savoir quel sera le corpus d'illustration à l'intérieur. A priori, il n'y en aura pas énormément de nouvelles, sachant qu'il y en a déjà 45 dans l'édition de 2004. Ouais, c'est probable qu'il y ait une partie de nouvelles et une partie déjà connue. Bon, sachant que, pour rebondir là-dessus, les 2 éditions, celle de 98 et celle de 2004, dont vient de parler Marie, ont été traduites en français par Bourgois. Donc, on réitérerait le procédé avec cette nouvelle sortie en 2021. Ok, donc, on n'a plus qu'à attendre de voir en mars 2021. Et puis pour le Silmarillion en français, c'est, je le rappelle, octobre 2021. Alors, on n'a pas la date précise, mais octobre 2021.
Poursuivons donc avec les autres annonces hors tome 9 de l'histoire de la Terre du Milieu. C'est notamment cette histoire de 3 sorties par an prévues par Bourgois sur des ouvrages de ou sur Tolkien. Alors, notamment, eh bien, dans un premier temps, Clément parle de la réédition le même mois que le Silmarillion de la formation de la Terre du Milieu. Alors ça, c'est, je pense, la grosse nouvelle, puisque si vous êtes des collectionneurs des éditions Bourgois dans nos auditeurs, là, vous savez depuis longtemps que la formation de la Terre du Milieu, c'est le volume qui n'est plus édité, n'existe plus à la vente et se vend sur eBay et compagnie à des prix tout à fait extraordinaires, hein, plus de 100, 200 € le volume. Mais voilà, donc première chose, au moins pour l'année 2021, on va avoir la réédition de la formation de la Terre du Milieu en parallèle du nouveau Silmarillion. On peut également citer peut-être, alors je ne sais pas si Damien nous a rejoint. Damien, es-tu là? Oui, je suis là. Ah, super, parfait, Bravo. très bien, tu tombes pile poil. Donc bienvenue Damien Bador, qui, je le répète, donc est à la fois le responsable langue de l'association et qui a participé récemment, donc l'année dernière, aux conférences et puis au catalogue de l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu à la BN. Donc on parlait, je ne sais pas si tu nous suivais Damien, on parlait des trois On n'est pas un sorties. mot, je suis désolé. Voilà, donc on était en train de parler des 3 sorties par an prévues par Bourgois de et sur Tolkien, et j'allais arriver au volume qui est prévu en anglais courant du mois de mai-juin 2021, qui est The Nature of Middle-earth, qui pourrait être une des traductions prévues par Bourgois, on ne sait jamais. Peut-être que tu pourrais revenir sur ce volume. On n'a pas encore beaucoup d'infos, mais tu peux peut-être les rappeler. Alors non, effectivement, je pense ne pas avoir plus d'informations que ce qu'il a été possible de glaner lorsque ce volume a été annoncé. Néanmoins, on sait que c'est un volume qui concernera des essais en partie inédits de Tolkien, notamment des essais sur la géographie et probablement sur les langues, dans la mesure où il est édité par Karl Hostetter, qui est un des spécialistes des langues elfiques inventées par Tolkien. Il y a une chose qui est quasiment certaine, c'est qu'il reprendra des versions plus complètes de certains des textes qui ont été publiés dans les contes et légendes inachevées il y a plusieurs décennies, en particulier la description de l'île de Númenor, puisque si on regarde attentivement l'introduction que Christopher Tolkien avait rédigée à l'époque, il s'agissait bien d'un extrait. On peut donc supposer que le texte complet était plus long, bien qu'on ne sache pas exactement plus long de combien, ni quels étaient les passages qui ont été omis. Ouais, donc ça serait pour Bourgois, ça serait une belle opportunité d'avoir un volume à traduire qui soit pleinement dans l'actualité, à la fois par rapport au Silmarillion, par rapport éventuellement aux contes et légendes inachevées qui existent déjà, et à la série Amazon, et puis par rapport à Home 9, pardon, dont on va parler juste après, qui va être prévu aussi dans le planning de traduction. C'est vraiment l'actualité Númenor, quoi. Donc effectivement, voilà, The Nature of Middle-earth, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, hein, comme l'a dit Damien, mais potentiellement, c'est effectivement un volume qui pourrait être traduisible et arriver dans le planning de Bourgois dans les, peut-être pas 2021, mais 2022-2023, pourquoi pas. On parle également dans l'interview d'une possible réédition des contes et légendes inachevées. Alors, on a un petit peu parlé de ça avec Marie juste avant. Marie, peut-être rappeler ce que c'est cette nouvelle édition des contes et légendes inachevées qui est parue chez HarperCollins, donc l'éditeur anglais, le mois dernier. Oui, c'est l'édition des 40 ans du livre qui avait été publié en 1980. Alors, je ne suis pas très au courant des différentes éditions qui ont pu être publiées au fil des années, mais en tout cas, c'est la première qui est illustrée. Et pour ça, HarperCollins, qui d'habitude fait appel à un illustrateur par livre, là, il a fait appel à Alan Lee, John Howe et Ted Nasmith, qui ont fourni chacun 6 aquarelles et 1 ou 2 croquis au crayon. Et donc ça fait un volume vraiment très très beau. Moi, c'est la première fois que je le lisais et j'ai vraiment apprécié l'ajout des illustrations. Donc ce sont que des illustrations inédites, on est bien d'accord, hein. Alors il y en a une d'Alan Lee qui avait été peinte à l'occasion des enfants de Húrin. C'était une proposition de couverture, mais elle n'avait pas été retenue. Donc là, elle est ajoutée.
Et sinon, je crois que... Mais voilà, c'est une illustration qui n'avait pas été publiée. Et là, elle est publiée à cette occasion. Et je crois qu'à peu près toutes les autres sont inédites. Je pense que pour Bourgois, ça serait une opportunité également de faire une édition à partir de celle-là, une édition française à partir de celle-là, sans refaire une retraduction avec les traductions actuelles. Parce que au niveau des éditions des Contes et légendes inachevées, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu une... qui était avec une couverture avec des Tengwar, et puis il y a eu celle en intégrale avec le Silmarillion, mais je crois que de mémoire, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Non, alors justement, c'est vraiment le livre qui pêche, entre guillemets, puisque en grand format, on n'a vraiment eu que l'unique dont tu parlais, qui a été édité en 82, en 91 et de nouveau en 2004 ou 2005, mais dans la même couverture, le même format. Donc celle dont tu parlais était Tengwar. Et c'est l'unique grand format que nous avons en français des Contes et légendes inachevées. Donc là, bien plus que le Silmarillion encore, une réédition des Contes et légendes inachevées avec donc une potentielle nouvelle traduction ou pas, peu importe, ce serait vraiment un indispensable, je pense, en français. Alors, on va passer à la suite. Merci Yann et Marie pour vos interventions. Juste pour vous rappeler donc également aux auditeurs que l'intégrale du Seigneur des Anneaux avec la nouvelle traduction de Daniel Lauzan, elle n'est pas pour tout de suite. Malheureusement, pour l'instant, dans l'interview, on parle plutôt de 2023 avec par contre une possibilité que ça soit fait avant selon les programmes. J'imagine que dans son interview, Clément Ribet nous donne cette date-là par précaution et qui préfère peut-être envisager d'autres ouvrages, de nouveaux ouvrages sur et de Tolkien. Alors, au-delà de ces rééditions et du Nature of Middle-earth, est-ce qu'il y a des ouvrages qui vous sembleraient importants que Bourgois traduise de ou sur Tolkien? Alors, je sais qu'il y a par exemple les actes de Cerisy du colloque qui avait eu lieu en 2012 qui ont été confirmés, mais sinon, sur ce programme-là, qu'est-ce qui pourrait vous faire envie? Voilà, Laura, par exemple. Moi, je veux juste revenir 2 secondes sur l'histoire de l'intégrale, là. Je t'en prie, du Seigneur des Anneaux. Parce que je trouve que la date de 2023, elle fait tilt quand même, parce que 2022 ou 2023, ça correspondra aux 50 ans de la publication du Seigneur des Anneaux en français. Donc, à mon avis, la date n'est pas si anodine que ça. Il est, à mon avis, en termes de communication, s'ils y ont pensé, et je pense qu'ils y ont pensé, ça peut être au contraire plutôt un bon coup de pub, quoi. De effectivement réimprimer l'intégrale au moment où l'ouvrage fête les 50 ans en français, quoi. D'accord, ouais, c'est un peu spécial, mais c'est pas la même traduction, mais ok. Ouais. Oui, mais ça reste, pour l'éditeur, à mon avis, ça peut quand même. Oui, je comprends les arguments, c'est vrai. Sachant que HarperCollins le fait tous les 10 ans. Pour le coup, oui, mais l'éditeur d'origine le fait chaque dizaine. Donc, ce serait pas aberrant que. Ils ont le texte anglais. Nous, on parle ici de la traduction qui sortirait pour les 50 ans de la première traduction avec la seconde. C'est un peu. Bien sûr, mais moi, ça me paraît cohérent, les arguments, en tout cas, de Forti. Ce serait évidemment une bonne idée. Fêter l'anniversaire des 50 ans de la publication, quelle que soit la traduction, me paraît assez logique. S'agissant d'une œuvre qui, après tout, avait sauvé littéraire bourgois à l'époque. De toute façon, on verra quelle date ça sera. Alors peut-être parler, ce que je disais, des spéculations sur les ouvrages qui pourraient trouver une date dans ces 3 prochaines années au moins, sur les 3 ouvrages par an. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendriez? J'allais mentionner les volumes 10, 11 et 12 de The History of Middle-earth qui... Sauron Defeated doit être traduit bientôt. La logique voudrait que ces volumes-là suivent assez rapidement. Oui, tout à fait. De toute façon, on va revenir sur ces hommes juste après. On va refermer ça. Donc, Yann, tu voulais ajouter? Non, je disais juste que les livres visuels du type les carnets de croquis, voyageurs, etc., ayant beaucoup plu, je pense que les art-of pourraient être très intéressants. Les 2 qui sont sortis donc en VO. En français, parce que c'est des livres qui... Donc, The Art of the Hobbit et The Art of the Lord of the Ring, pour les auditeurs. Voilà. Et donc, c'est des livres qui fonctionnent parce qu'ils sont aussi beaux que le contenu est beau, et donc il y a un tout, il n'y a pas juste du contenu à lire, du contenu nouveau, c'est vraiment des beaux objets.
Et donc, je pense que ça pourrait aussi marcher en Tout français. à fait. Bah, de toute façon, je pense que Bourgois, ils ont bien vu que les livres illustrés, là, avec le catalogue de la BNF, ils ont dû voir que ça avait bien fonctionné. Et je pense que le côté visuel y est pour beaucoup. Marie, sur ce sujet-là? Oui, moi, c'est les livres de Hammond and Skull, c'est clairement des livres que j'utilise très souvent. Donc toujours c'est The Art of? C'est Voilà, ceux-là dont tu parles, ouais. à mon avis, ce sont des livres vraiment, vraiment passionnants et qui apportent vraiment quelque chose à la connaissance de Tolkien en tant qu'artiste. Et moi, forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je prêche pour ma paroisse ici. Laura, du coup, pour refermer. Rien de particulier. J'attends de voir ce qui sort. J'avoue que je suis pas très bien placée pour répondre à cette question, étant donné que je lis que en anglais. Bah oui, mais justement, en lisant en anglais, tu as forcément des idées aussi de ce qui pourrait fonctionner aussi en français. Alors, pour le coup, j'attends de voir vraiment ce que va donner le Nature of Middle-earth de l'année prochaine. En fonction du contenu, ça peut être aussi un bon outil, une bonne publication pour Bourgois, je pense. En fonction du contenu réel de l'ouvrage, quoi. Du coup, pour refermer cette première partie sur les futures publications, donc les e-art, on attendrait les e-art, éventuellement des contes et légendes inachevés, le Silmarillion, nouvelle traduction, et puis qui sait, plein d'autres choses pour les futures années à venir, puisque donc le programme, il est dense, hein. Je rappelle, 3 Tolkien, 2 ou sur Tolkien, pardon, pour les années à venir, ça fait beaucoup. Ok, donc je vous propose maintenant qu'on embraye sur le plus gros sujet, qui est cette traduction de La Défaite de Sauron, qui est le 9e tome de l'histoire de la Terre du Milieu. On va explorer ça un peu plus en détail. Alors, ce 9e tome, donc La Défaite de Sauron, peut-être commencer par présenter le volume, avant d'expliquer ce que c'est et pourquoi il est traduit. Donc je vais m'atteler à le présenter très rapidement, hein, ça va prendre 2 minutes. Donc ce tome de La Terre du Milieu, le 9e, il est divisé en 3 parties qui sont sous le titre La Défaite de Sauron, puisque vous allez le voir au sommaire que je vais décrire. Tout tourne autour de cette défaite de Smaïak et Sauron, qu'on connaît par le Seigneur des Anneaux, mais qui a une très grande importance dans ce volume des History of Middle-earth. En fait, la première partie de ce tome 9 va être la fin de l'histoire du Seigneur des Anneaux. On va revenir là-dessus juste après, hein. Ce 9e tome, il est en lien à la fois avec les tomes 6 à 8 des History of Middle-earth qui décrivent en fait les brouillons, les manuscrits du Seigneur des Anneaux, et avec les tomes avant, et notamment le tome 5. Alors, dans ce tome 9, ça commence par une première partie qui s'intitule La fin du Troisième Âge, qui en fait présente les manuscrits du Seigneur des Anneaux à partir du moment où Frodo et Sam arrivent en Mordor, donc à la fin des 2 tours, et puis dans le retour du roi, jusqu'à leur départ, au départ des Havres Gris, hein, à la fin du retour du roi. Il y a notamment dans cette première partie, en plus des manuscrits qu'on va découvrir, des inédits complets, parce que les manuscrits, forcément, ils ressemblent très fortement aux chapitres édités dans le Seigneur des Anneaux, mais il y a notamment un inédit qui est l'épilogue du Seigneur des Anneaux, qui n'a jamais été publié en français, et qui n'avait pas... Si, pardon. Ah, alors, excuse-moi, qui est-ce qui Si je puis me permettre, il y a un magazine de jeux de rôle qu'il a publié en 92. Ouais, alors bon, qui n'a pas été publié pour le très grand public dans un livre jusqu'à présent. Merci pour la précision. On prendra les notes. Donc, on va décrire tout ça un peu plus en détail. Ensuite, une deuxième partie qui s'appelle les archives du Notion Club. Donc là, on va décrire ça un peu plus en détail. À partir de cette partie-là, on rentre dans des histoires qui sont très en lien avec l'histoire de l'île de Numénor. On va voir ça. Donc, les archives du Notion Club. Et une troisième partie qui est la submersion d'Anadune. Alors, je ne sais pas très bien prononcer. Damien, si tu veux corriger mon elfique ou mon anudaïque, tu le feras. Donc, ces 2 parties, hein, ces 2 grandes parties, la partie 2 et la partie 3, qui sont exclusivement sur Numénor. Voilà. D'où le fait que Christopher Tolkien ait choisi La Défaite de Sauron, puisque tout tourne autour de Sauron dans ce tome-là. Alors, pourquoi Bourgois a choisi de traduire le tome 9 de la série et pas le tome 6 comme on pourrait s'y attendre, puisque le dernier traduit, hein, c'était La Route perdue, qui avait été traduit par Daniel Lauzon en 2000,
2006, je crois, de mémoire. Pourquoi le choix a été fait de traduire celui-là et pas le tome 6? Damien, peut-être? Alors, tout simplement parce que les volumes 6 à 8 ne présentent que, entre guillemets, les brouillons du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire les premières versions des textes quand Tolkien hésitait sur la conduite de son histoire, sur l'identité de certains protagonistes et finalement sur une bonne partie de l'intrigue qu'il n'envisageait pas au départ être aussi vaste et aussi complexe, aussi sombre aussi quand on la compare à l'intrigue du Hobbit. C'est des volumes qui ont une grande importance, un grand intérêt pour les personnes qui s'intéressent au style de Tolkien, à sa façon de décrire, à la manière dont il inventait un récit au fur et à mesure, sans avoir plus qu'une vision d'ensemble de celui-ci lorsqu'il débuta le récit. Cela dit, ces 3 volumes ont 2 inconvénients. La première, c'est qu'il s'agit de questions de stylistique, de questions finalement très pointues sur l'art littéraire de Tolkien, et l'intérêt de les traduire peut considérer un peu plus restreint, puisque finalement la question se pose beaucoup plus en anglais qu'en français. D'autre part, ce sont des volumes qui racontent une histoire finalement dont on connaît au moins tous ici la dernière version, qui est Le Seigneur des Anneaux. Il n'y a donc pas d'inédit au sens strict du terme, même si ce sont des volumes qui, pour les amateurs et passionnés comme moi et d'autres, ont évidemment un grand intérêt, mais dans ces cas-là, les personnes qui s'y intéressent ont déjà tendance à les lire en anglais. Ouais, tout à fait. Ce sont donc des volumes qui auraient certainement un accueil commercial beaucoup bien moindre que les volumes qui contiennent des inédits, comme Sauron Defeated, la défaite. Je vais revenir juste pour citer alors, ce que disait Vincent Ferré dans une interview récente qui est dans l'ouvrage Hommage à J.R. Tolkien de Yannick Chazarin. Il disait « La publication en français de tous les textes de Tolkien est bien sûr un horizon. À une réserve près, les tomes 6 à 8 de The History of Middle-earth, qui présentent les avantages du Seigneur des Anneaux, s'adressent à des lecteurs désireux de découvrir la naissance de ce texte. Très souvent, ils lisent Tolkien plutôt en anglais. Faut-il les traduire en français, pardon. Donc, il laisse la question ouverte. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais traduits, en gros, mais que pour l'instant, la priorité est donnée à de vrais, entre guillemets, de vrais inédits, hein, comme tu disais, Damien, des choses qui sont qui vont permettre plus de découvrir de nouvelles choses. Ça paraît cohérent, hein, Laura et Marie et Yann. Ça paraît cohérent avec ce que font Bourgois depuis les éditions Bourgois depuis le début. Hein. En fait, ils nous proposent vraiment de la nouveauté. Oui, moi je pense vraiment que ça correspond à une démarche à la fois commerciale et à la fois cohérente au niveau de l'édition, quoi. C'est-à-dire que, au niveau de l'édition et par rapport au lectorat français, c'est qu'en fait, il faut avant tout apporter aux lecteurs des textes auxquels ils n'ont pas, des nouveaux textes au niveau du contenu fictionnel, au niveau de la narration, quoi. Des choses auxquelles ils n'ont pas accès jusqu'à maintenant en français, en tout cas. Oui, je suis totalement d'accord, sachant qu'en plus, Clément Ride l'a abordé légèrement à la fin de son interview. Il faut bien se rendre compte que le lectorat français n'est pas le lectorat anglo-saxon et mondial, et que quand Bourgois sort un livre, il faut absolument que ce livre soit un minimum rentable pour eux, sinon ça les met dans la panade pour la suite. Donc sortir des livres qui n'ont pas d'intérêt ou très peu pour le grand public français ne fonctionnerait pas et serait reporté avec un impact sur les sorties suivantes. Et puis là, l'avantage qu'il y a, c'est que on va clairement dans une direction Numénor avec la série, a priori la série Amazon sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que c'est aussi un moyen de rentabiliser en apportant au public un volume, et puis du coup un volume qui va se vendre sur ces sujets-là. On peut noter aussi que ça s'inscrit dans un projet global, puisque si on regarde bien la nouvelle édition donc annoncée pour 2021 de Silmarillion, on se rend compte que la couverture donc, de Ted Smith s'appelle Ships of Faithful et qu'elle montre donc une espèce de ciel, comment dirais-je, embrasé et enfumé, les navires des fidèles qui quittent Numénor pour rejoindre la Terre du Milieu, navire dans lequel il y a Elendil et ses fils. Donc on retrouve déjà dès la publication de l'année prochaine une cohérence d'ensemble qui amènera probablement la trame de la série. Donc ça, c'est du côté anglais. Donc effectivement, du côté français, peut-être qu'il y a une volonté aussi de faire pareil. Alors, peut-être maintenant qu'on a présenté vraiment de façon très large
le présenter de façon un peu plus précise, notamment les liens qu'il y a entre ce volume-là et puis les volumes précédents. Alors, on a un petit peu parlé des tomes 6, 8, peut-être parler dans ce cadre-là de l'épilogue inédit du Seigneur des Anneaux. Alors, Laura, tu avais commencé tout à l'heure, peut-être un mot là-dessus, sur cet épilogue inédit? Alors, un mot là-dessus, c'est-à-dire sans spoiler le contenu, comment ça se passe? Je pense qu'on peut spoiler, non, je ne sais pas. Bon, en fait, pour faire très simple et très court, sans trop en dire. Sans trop en dire, l'épilogue était un texte écrit par Tolkien qu'il a commenté avec ses amis Inkling, qui de mémoire lui ont conseillé de ne pas l'inclure parce que la tonalité était un peu différente du reste de l'ouvrage. Il s'agit d'un dialogue entre Sam et sa fille Elanor, de mémoire. Donc il s'agit d'un dialogue qui en fait nous raconte un petit peu la suite de ce qui se passe avec les différents personnages, tout simplement, du Seigneur des Anneaux. Et donc, en raison, je pense, de cette tonalité un peu différente, il n'a pas été inclus, mais il est donc effectivement publié dans ce volume-là de The History of Middle-earth. Oui, en fait, c'est un épilogue donc, qui arrive vraiment à la toute fin, une fois que Sam est revenu des Havres Gris. Et en fait, finalement, y a les choses qu'il va avoir dites dans cet épilogue vont être réutilisées par Tolkien dans certains appendices, il me semble, sur tout ce qui concerne le futur de certains personnages qui étaient dans l'épilogue, et qui se retrouvent dans les appendices. Je dis pas de bêtises là-dessus. Non, c'est tout à fait correct. Il y a des éléments qui ne sont pas. Comme le dit Laura, l'épilogue se passe après le retour de Sam des Havres Gris, mais en réalité bien des années plus tard. Oui, c'est ça. Sam, déjà maire de la comté, raconte à sa fille Elanor l'histoire de la guerre de l'anneau et en particulier ce qu'il est advenu depuis des autres personnages qui jouèrent un rôle considérable. Et en fait, l'épilogue est censé se placer juste avant le moment où Sam est pris de la nostalgie de la mer et souhaite rejoindre Frodo par-delà l'océan, puisque c'est sur ces mots-là que va se terminer ce petit épilogue. C'est effectivement, les informations qu'il contient sont pour l'essentiel déjà données dans les appendices, donc n'apportent pas énormément de choses supplémentaires par rapport à ce que nous connaissons déjà, peut-être à un détail près, un détail linguistique, qui est une lettre adressée par Aragorn à Sam pour lui dire qu'il le rencontrera lors de son prochain passage dans le Nord, au pont sur le divin. Et cette lettre est rédigée en Tengwar, pour moitié en anglais et pour l'autre moitié en Sindarin. Alors, si je ne m'abuse, cette lettre, donc la lettre du roi, elle avait été présentée donc à l'exposition de la BNF. Elle doit être présente dans le catalogue, j'imagine, pour nos auditeurs qui l'ont acheté. Je vérifie. Alors, je ne sais plus. L'une des versions est présente. En effet, il y en a eu trois versions que Tolkien avait rédigées, et je ne sais plus laquelle d'entre elles avait été exposée à la BNF. Je vérifie si elle était dans le catalogue, peu importe. On remettra les. Moi, elle l'était, oui. On remettra les références si besoin. Alors, donc ça fait partie ça concerne la première partie du tome, donc qui concerne la fin du Seigneur des Anneaux, en fait. Oui, juste une précision quand même. Oui, sur cette première partie, il n'y a pas que l'épilogue, il y a en fait toute la fin des brouillons des textes, à partir du moment où Sam et Frodo sont en Mordor, jusqu'au brouillon sur les Havres Gris. Il y a quand même une belle partie concernant la fin de la rédaction du Seigneur des Anneaux dans les premières versions que Tolkien avait rédigées. Tu fais bien de le repréciser, effectivement. Alors donc ça concerne cette partie qui est en lien avec les tomes 6 à 8, donc qui ne sont pas encore au programme de traduction, mais le tome 9 est également très lié au tome de la route perdue, le volume 5 de la Terre du Milieu. Alors pourquoi c'est lié? Peut-être présenter d'abord les archives du Notion Club et la submersion d'Anna Dudé pour présenter les textes, et puis ensuite expliquer pourquoi ils sont tellement liés à ce volume 5 de la Terre du Milieu. Qui veut faire ça? Damien, peut-être encore? Eh bien, tout simplement, Tolkien voulait donner un cadre à ses récits
il voulait que le lecteur puisse comprendre finalement comment les récits du Seigneur des Anneaux, certes, mais surtout du Silmarillion, avaient pu être transmis jusqu'à nous, puisque Tolkien, dans son introduction, dans les appendices, se pose comme un traducteur d'une œuvre qu'il aurait retrouvée. Dans le tome 5, il avait inventé une histoire, le début d'une histoire qu'il avait intitulée La route perdue, dans laquelle un père et son fils, par le biais des rêves, revivaient un certain nombre d'existences de leurs très lointains ancêtres, et ces expériences, petit à petit, les ramenaient jusqu'à l'époque de la submersion de Núménor, où un père et son fils vivaient cette aventure. C'était la première version, qui donnera finalement le récit de la fuite des fidèles, Elendil et ses deux fils, qu'on connaît déjà par le Silmarillion. Mais pour différentes raisons, Tolkien n'avait pas réussi à terminer cette histoire. Sans doute, l'avait-il dit, parce que les récits intermédiaires entre le point de départ contemporain et la submersion de Núménor l'intéressaient finalement assez. Il avait donc tenté, dans ce qui constitue les archives du club, une approche similaire, mais évitant cet écueil de récit intermédiaire, puisque le Notion Club, c'est un club littéraire d'Oxford, tué de professeurs pour l'essentiel, qui aimait discuter d'affaires linguistiques, de mythologiques, etc. Finalement, c'était un club qui ressemblait énormément aux Inklings. Et d'ailleurs, je vais t'interrompre à ce moment-là. Je vais laisser peut-être. Pardon ? Je t'interromps 2 minutes. Peut-être rappeler, Laura, est-ce que tu veux rappeler qui étaient les Inklings justement ? Alors, les Inklings, c'était un groupe d'écrivains à l'université d'Oxford. Alors, ils n'étaient pas tous enseignants à l'université, mais c'était un groupe d'amis, en fait, autour de C.S. Lewis et de Tolkien en particulier. Ils sont connus pour avoir écrit surtout des textes de ce qu'on appelle la mythopoétique, on va dire. Tolkien en est évidemment l'auteur le plus connu. Ils ont été actifs dans les années 40 et 50, on va dire. D'accord. Et donc, ce fameux club Notion Club, oui, serait donc, c'est ça, inspiré des Inklings. C'est ce que tu disais, Damien, en fait. Tout à fait. Il avait même calqué la personnalité et peut-être même l'éthique de langage de ces personnages sur certains de ses amis Inklings. En particulier, l'un des principaux, Elwyn Arundel Lowdham, était en grande partie calqué sur son ami Lewis. D'ailleurs, les archives du Notion Club, ils ont un titre qui s'appelle Au-delà de Lewis ou Hors de la planète, parlante, en référence à la planète silencieuse de C.S. Lewis, justement. Voilà. Donc, c'est vrai même les noms des personnages de mémoire, même les noms des personnages sont vraiment des échos très directs. Alors, ça se présente un peu particulièrement, ces archives du Notion Club, parce que tu le disais, Damien, ce sont en fait des comptes rendus des comptes rendus de réunion de ce club. Donc c'est plus du dialogue et de la prise de notes, comme si Lewis ou Tolkien prenaient des notes lors des réunions Inkling, qu'une histoire qu'on a l'habitude d'avoir dans le Seigneur des Anneaux ou le Silmarillion. Donc c'est un peu différent par rapport à ça. Et dans ce texte, on a des voyages dans le temps et dans l'espace, c'est ça? En tout cas, on a un voyage dans le temps. Le texte monte lentement en puissance puisque les différents intervenants discutent de fantasy, des auteurs qu'ils aiment, et de certaines expériences en rêve assez inhabituelles. Et finalement, deux d'entre eux en particulier, deux amis, vont avoir des expériences en rêve de plus en plus intenses. Et finalement se mettre à se remémorer des choses qu'ils n'ont pas vécues eux, mais que leurs ancêtres ont vécues. Et ces événements, en fait, sont censés les amener à se remémorer la chute de Núménor. Et au fur et à mesure où le récit se déroule, on a l'impression que les événements de la chute de Núménor trouvent des échos un peu étranges dans le temps présent. C'est vraiment un récit qui est, sur le plan complexe, peu abordable, mais absolument passionnant. Et malheureusement, l'un non plus ne l'a pas achevé, pour une raison bien simple,
c'est qu'à la place, il a achevé Le Seigneur des Anneaux. Ouais, tu disais, c'est en fait pratiquement un texte de science-fiction à ce stade. C'est de la science-fiction, oui. Ouais. Voilà, pour nos auditeurs, on est dans un texte qui est complètement différent de ce que on a l'habitude de voir chez Tolkien. Donc c'est vrai que c'est d'un intérêt tout particulier de ce point de vue-là. Voilà, ce qui est certain, c'est que les archives du Notion Club sont un texte vraiment très différent d'Anneaux, qui montre un aspect du talent de Tolkien qui est tout à fait inhabituel par rapport à ce qu'au fond on l'a. Même si La Route perdue donne un petit avant-goût, c'est toutefois un texte qui est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe de construction que Perdu, et qui nous emmène encore plus loin d'inventivité de la part. En plus de cela, on peut également signaler que c'est un texte dans lequel Tolkien a une langue spécifiquement qui est l'Aduna, qui est la langue parlée à nous, la langue qui est l'ancêtre du parler commun. C'est une langue que initialement Tolkien n'avait pas conçue dans le cadre du Seigneur des Anneaux, mais qui pour ce récit précisément. Et c'est un récit en fait qu'il a écrit pour l'essentiel en 1904, c'est-à-dire en plein milieu de la rédaction du Seigneur des Anneaux, à un moment où il désespérait un petit peu de le terminer. Et finalement, fin 1944, il a été suffisamment encouragé pour terminer Le Seigneur des Anneaux, et en tout cas pour reprendre la rédaction des Anneaux et l'amener jusqu'au bout. Et cette reprise amené à abandonner le texte, mais tout n'en a pas été perdu, puisque l'Adunaïque en particulier a trouvé sa place dans les appendices du Seigneur des Anneaux pour expliquer et compléter le schéma d'invention linguistique. Donc on embraye sur la dernière partie du coup du tome 9, qui cette fois-ci est spécifiquement consacrée à l'histoire de Numénor. Hein. Autant sur les archives du Notion Club, l'histoire de Numénor était présente et arrivait dans le monde réel des personnages. Autant là, on parle vraiment du texte de la chute. Là encore, c'est une version qui est très en lien avec ce qui a été publié déjà par Christopher Tolkien dans le tome 5, La Route perdue, qu'il y avait un texte qui s'intitulait La chute de Numénor. Et donc, dans ce tome 9, on va retrouver une troisième version de cette chute de Numénor, mais également un texte intitulé La submersion d'Anadune, qui sont en fait à mi-chemin entre la chute de Numénor et le texte de la Calébès que l'on retrouve dans le Silmarillion. Pas tout à fait. En réalité, je dirais que c'est la Calébès qui est à mi-chemin entre la chute de Numénor et la submersion d'Anadune. Parce que la submersion d'Anadune, c'est un texte qui est rédigé exclusivement d'un point de vue humain, bien des années, peut-être des siècles, après la submersion elle-même. Et donc c'est un texte qui mélange sciemment tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, dans ce texte, les elfes et les Valar sont confondus. La conception des terres immortelles est extrêmement floue et semble avoir été contaminée, si l'on peut dire, par des légendes humaines qui n'ont aucune base réelle. La submersion d'Anadune, l'engloutissement d'Anadune, pardon, c'est un texte étonnant dans lequel Tolkien mélange vraiment les pistes et essaye d'imaginer comment la chute de Numénor aurait pu être réécrite sous influence légendaire venue d'ici ou de là, ce qui aurait pu expliquer en pourquoi la légende de l'Atlantide, finalement, s'est modifiée comme elle l'a fait jusqu'à Platon. C'est donc un texte qui un peu se présente comme l'ancêtre Critias, comme une étape vers la perte de la compréhension de ce qui étaient les terres immortelles, de qui étaient les elfes, qui étaient les Valar. Ouais, donc c'est encore un texte qui n'est pas forcément simple d'accès pour les auditeurs. Hein. Là encore, comme les archives du Notion Club, ne sont pas forcément des textes très faciles à appréhender, mais néanmoins, il y a un vrai intérêt par rapport à ce qu'on connaît de La Route perdue ou de la Calébès qui est dans le Silmarillion. C'est ça, en fait. Hein. Je dirais que là, c'est un petit peu différent, où c'est un texte qui est facile à lire, de la rédaction de Tolkien. Par contre, le texte lui-même est très fortement déroutant parce qu'on se demande exactement si, justement, on est toujours dans le cadre de la Terre du Milieu quand on le lit, parce qu'on se retrouve avec des notions qui
qui sonne fausse, en fait, quand on connaît le Silmarillion et le Seigneur des Anneaux. Par rapport à la vision elfo-centrée du Silmarillion ou par rapport au Hobbit du Seigneur des Anneaux, c'est complètement une vision complètement différente, en fait. Je me demande réellement comment est-ce que Tolkien envisageait de présenter ce texte, peut-être dans le cadre des clubs, n'est pas prouvé, mais c'est en tout cas un texte tout à fait, tout à fait intriguant. Très bien, écoute, merci pour cette présentation. Je pense qu'on a dû faire le tour. Est-ce qu'on a parlé... Alors, tu m'as dit que tu avais parlé toi-même de la Dunaïque. Oui, alors j'ai pas précisé que la troisième partie se concluait justement par une grande étude grammaticale qui présente la grammaire et une petite partie de vocabulaire de la Dunaïque, mais je dirais que c'est du détail linguistique. C'est du détail linguistique, d'accord. Oui, mais c'est intéressant pour quiconque voudrait avoir des bases sur la Dunaïque, qui est certes pas une langue qui a été très développée par rapport au Kenya, par exemple, mais c'est très intéressant quand même. Donc voilà, on a fait le tour du tome 9, qui est prévu pour 2022 aux éditions Bourgois. Je propose, vu l'heure qu'il est, qu'on finisse par les quelques questions du public. S'il y en a encore, c'est encore le moment de nous les envoyer. Alors, première question, peut-être à Marie. D'Irvine qui demande: il y avait très peu de couleurs dans le carnet du Seigneur des Anneaux d'Alan Lee, ou même aucune. Est-ce que c'est pareil dans celui du Hobbit? Alors j'en ai profité pour ressortir mes livres et revérifier, parce qu'effectivement, il me semblait qu'il y avait beaucoup plus d'illustrations en couleur que ça dans le carnet du Seigneur des Anneaux. Il y en a quelques-unes, mais elles sont pas très nombreuses. Il y en a beaucoup plus dans le Hobbit, à peu près tous les 3-4 pages. Il y a à la fois des illustrations qui ont été publiées dans l'édition papier du Hobbit, mais il y a aussi des aquarelles inédites qui ont probablement été créées soit pour les films, mais c'est pas très probable, plutôt pour le livre directement. Et à la fin, il y a 2 ou 3 illustrations digitales d'Alan Lee, donc ça c'est de la grande nouveauté. Et c'est plutôt des croquis, donc faits pour les films, mais c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Question suivante, donc il y a Lissal Doren qui demande: l'un des intérêts de la nouvelle traduction du Silmarillion ne serait-il pas aussi de fluidifier la lecture, un peu à la manière de la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire la rendre plus accessible que ce qu'elle est au niveau du style d'écriture, Alors, peut-être Damien, sur cette question-là, sur fluidifier la lecture du Silmarillion. Simplement, je dirais que si la nouvelle traduction du Silmarillion nous permettait de nous débarrasser de tous les contresens et les erreurs de l'ancienne traduction, qui en plus de cela est d'un style était affreux, ce serait déjà une grande chose. Oui, je pense que là-dessus on est d'accord. C'est principalement sur la traduction elle-même plutôt que sur le fond du livre en lui-même. Mais c'est la traduction. Cela dit, je soupçonne, là, il faudrait, j'avoue, ne pas être suffisamment compétent pour avoir d'exemples à donner de mémoire, mais je soupçonne que Alien n'avait pas forcément été très sensible aux questions stylistiques, des différences de manière de parler des personnages, de voir dans le Silmarillion, sans doute encore bien moins que Francis Ledoux ne l'avait été dans Les Anneaux. Et ça, c'est un point qui est très cher au cœur de Daniel Lauzon, donc je soupçonne que la traduction sera une immense amélioration de ce point de vue-là. Oui, ça, j'en doute pas non plus. Alors, pour ceux qui souhaitent, qui ont déjà les tomes 4 et 5, donc La formation de la Terre du Milieu et La route perdue, sachez que pour avoir le style de Daniel Lauzon dans le Silmarillion, vous avez déjà des exemples dans ces tomes-là, puisque une partie, en tout cas des manuscrits du Silmarillion existent. Alors, je sais plus si c'est le tome 4 ou le tome 5, ça doit être dans La route perdue, le tome 5, où il y a le texte, la Quenta Silmarillion, d'où est tiré en fait le Silmarillion publié pour grande partie. Donc vous avez déjà une belle approche de Daniel Lauzon sur ces textes-là dans ce tome-là. Dans le volume 4 également, puisqu'on a la Quenta Noldorinois, qui est finalement le seul texte du Silmarillion, si j'ose dire, qui soit complet. C'est ça. Donc c'est de ce texte-là que Christopher Tolkien avait tiré le Silmarillion qu'il a publié. On a une dernière question, alors c'est pas vraiment une question, Adam Edel qui pose la question Pléiade, point d'interrogation. Oui, alors... Non, c'est moi qui ai synthétisé, pardon, c'est moi.
C'est pas une question très précise, sinon. Je t'en prie, Laura, vas-y. Ah non, c'est simplement, bon, j'ai simplement pas reformulé, mais résumé la question. Je suppose que la question d'Anna Nedel, c'est de savoir qu'en est-il, où en sommes-nous, puisque la réponse de Clément Ribes dans l'interview est un peu floue, mais je pense qu'elle a raison, c'est-à-dire que l'édition est bien prévue, mais elle est, elle est dans les bacs quelque part, mais tout ça, c'est dans les couloirs des éditeurs, en fait. Nous n'avons pas accès à plus d'informations que ça. C'est tout à fait ça. Pour l'instant, les seules infos qu'on a, c'est l'annonce qui date d'il y a quelques temps. Alors, je ne sais plus exactement en quelle année on a reçu, ça doit faire 1 ou 2 ans, qu'on a reçu l'information, notamment via Le Figaro. Alors, c'était fin 2018. Je crois que c'était Le Figaro qui avait cité l'éditeur de la Pléiade en disant que Tolkien était prévu. Ça a été confirmé, mais jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas plus d'infos que ça. Si les éditions Bourgois elles-mêmes ne peuvent pas nous en dire plus, nous on peut pas savoir. Donc là, c'est je crois que c'est Gallimard qui publie la Pléiade et les éditions Bourgois qui sont probablement en discussion pour cette édition-là. Donc on va pas pouvoir en dire plus là-dessus. Sachant quand même qu'on peut supposer qu'étant donné que le cinquantenaire de la mort de Tolkien sera en 2023, ce serait par exemple une date cohérente pour sortir une collection Tolkien impayable, par exemple. On peut tout supposer, mais pour l'instant, il y a que c'est que de la supposition et on n'a pas d'infos précises là-dessus. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on referme? C'est les seules que j'avais sur mon papier sous les yeux. Y a-t-il d'autres questions? Juste, Matt 1011 a reposé la question par rapport à la cohérence de l'univers, donc au niveau de la traduction de l'Ozon. Et donc, je reprécise pour tout le monde que, évidemment, il y aura une cohérence par rapport à ces autres traductions, mais il y aura assez peu de cohérence au niveau des noms propres, puisque les noms propres du Silmarillion seront très peu à être retraduits, étant donné qu'ils n'ont pas besoin de retraduction. En effet, puisque la plupart des noms du Silmarillion sont en langue elfique, ou éventuellement en langue Dain. En langue inventée. Donc, il y a très peu de noms qui soient en anglais, peut-être quelques surnoms, et ça signifie que le lecteur sera très peu perturbé de ce point de vue-là. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Pas d'autres questions dans la salle pour les auditeurs, non? Très bien. Bon, écoutez, merci à vous pour vous être déplacés pour nous écouter. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt pour une autre soirée un peu plus professionnelle. J'en dis pas plus, mais voilà, vous êtes teasés et vous en saurez plus, j'espère, très très rapidement. Et merci à Drus pour l'organisation de la soirée également. Je vous en prie. Voilà, donc merci encore, merci Damien, merci Laura, merci Marie, merci Yann pour avoir été présent. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.